Salut Franck, salut à tous. Bonjour César, bonjour tout le monde. On a un beau programme aujourd'hui puisqu'on va parler de Palantir. Alors on en a déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo, on parlait des valorisations d'NVIDIA, d'Hermès et de Palantir, en vous donnant un peu nos avis. On a eu des commentaires enflammés, que ce soit par la communauté ou d'autres personnes sur notre analyse de Palantir. Donc on revient aujourd'hui avec des éléments tangibles, concrets, avec des chiffres pour vous dire un petit peu ce qu'on en pense de manière factuelle. Donc on va pas vous dire que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Et je pense que vous nous connaissez maintenant avec Franck, on aime bien les choses carrées. Donc on va avoir trois parties dans cette vidéo. Première partie, on va vous expliquer un petit peu le narratif qui a poussé la hausse de Palantir. Ensuite, on va revenir sur des éléments de comparaison entre d'autres boîtes tech pour que vous puissiez vous faire aussi une idée. Et puis Franck reviendra en grande partie sur des éléments qui peuvent remettre en question ce narratif à moyen et long terme et nuancer un petit peu tout ce qui se passe. Ce qui est intéressant déjà de comprendre, je vais vous partager rapidement l'analyse graphique de Palantir. Il y a une hausse qui est assez dingue depuis 5 ans. Je pense que vous voyez là sur l'écran, de 1695%. Alors, on peut regarder rapidement sur un an, la hausse est évidemment beaucoup moins importante, mais le rallye continue. Une hausse de presque 400% sur un an. En year to date, on est à 137%. Et quand on regarde effectivement au niveau des 5 ans, on voit qu'il y avait probablement un cours moyen aux alentours. On le voit là de 7, ensuite 11, ensuite on passe à 30. Et bref, aujourd'hui, on est quasiment à des niveaux autour des plus hauts. Et donc, on s'est posé la question avec Franck. Ouais, c'est un sacré succès boursier. On a 430 milliards de dollars. C'est une hausse fulgurante. C'est super. C'est une très belle performance. Bravo à tous ceux qui en ont en portefeuille. Moi, j'ai rarement vu ça, hein. Superbe boîte. Alors, on peut dire en tout cas que ça a été un sacré multi-baggers, puisqu'on parle souvent de ces boîtes-là. Et donc, pour revenir assez rapidement sur tous les narratifs qui ont nourri cette hausse, alors en 2025, même si évidemment elle a commencé bien avant ça, on l'a vu sur les 5 dernières années, il y a évidemment le narratif IA, puisque Palantir, c'est vraiment aujourd'hui intégrateur naturel de l'IA dans les grandes organisations, puisqu'il y a assez peu de boîtes finalement IA qui sont cotées, avec ce qu'on va appeler l'Artificial Intelligence Platform. Donc, ils ont vraiment essayé de faire un peu un tout en un, et c'était une boîte qui était très centrée autour des contrats gouvernementaux. Mais on l'a vu aujourd'hui, au-delà des contextes géopolitiques avec l'Ukraine, Israël, l'OTAN, ils ont aussi des contrats avec des grosses sociétés. Je pense notamment à Boeing, qui a eu un contrat assez long terme de plus d'1 milliard. Il y a le contexte macro, le peur de manquer le prochain Nvidia, donc le côté un peu FOMO. Les résultats records, on y reviendra, et plus 93% sur les revenus commerciaux. Donc ça, c'est évidemment très important, puisqu'on l'a dit, ils ont été très centrés sur les revenus gouvernementaux, avec un plus 48% overall. Et autre élément qui est très fort, c'est le cash flow, 57% de marge. Et il y a un ratio qui est très présent dans l'univers des startups, donc dans les software as a service ou dans l'IA, c'est la règle des 40, rule of 40, où on dit qu'il faut en général 20% de croissance et 20% de marge. Là, on se rend compte qu'ils sont à 93, voire 94%. Donc c'est évidemment très très important. Et eux n'auront bien sûr pas hésité à le marteler. Et Franck reviendra tout à l'heure sur le discours d'Alex Karp, mais qui est évidemment qui a un narratif très particulier. Un point aussi, c'est la retail mania. Palantir est presque devenu un même stock IA avec une communauté qui est ultra active sur Reddit, X et YouTube, et donc évidemment qui vient corroborer tout ce narratif. On va y revenir juste après. Ok. Ouais, parce que tu as quand même 100 000 membres sur juste le forum Reddit de Palantir. C'est énorme. C'est impressionnant. Ouais, c'est énorme. On a Donc, t'as l'impression une presque grosse d'être communauté à l'époque de d'investisseurs partout. GameStop, quoi. Oui, bah, il y en a qui disent que c'est mine valeur tech, mine valeur même stock, mais on en reparlera. Ouais. Ensuite, comparaison avec OpenAI, on va y revenir juste après. Les contrats, on en a parlé. Et en plus, ce qui a beaucoup rassuré les marchés, c'est que c'était souvent des contrats de long terme et qu'il y a une capacité chez Palantir à envoyer leurs consultants directement dans les équipes. Et donc, il y a cet effet où finalement, quand ils arrivent à signer des contrats, dans l'esprit des gens, c'est pour du long terme. Ils vont être compliqués à venir déloger parce que compliqué aussi d'aller leur faire de la concurrence. Donc, il y a une sorte de moat, une perception d'un moat, une barrière à l'entrée assez forte de la part des investisseurs et qu'il faut intégrer dans ce narratif-là. Et le dernier point, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le manque d'alternatives. En bourse aujourd'hui, il y a finalement assez peu de pure players de l'IA, même si on va le voir juste après sur les comparables. Il y a pas mal de boîtes qui aujourd'hui font pas mal parler d'elles sur finalement l'univers de l'intelligence artificielle. Ah, surtout que Palantir maintenant est une boîte rentable. Donc tu as des multiples de croissance importants et rentables. Donc ils ont quand même un atout supplémentaire à beaucoup de boîtes qui font des IPO aujourd'hui ou qui sont récentes sur le marché.
Là, on a quand même une histoire de croissance rentable. Ouais, juste avant peut-être que tu reviennes sur les différents multiples, moi je voulais simplement m'arrêter 2 secondes sur des comparables avec OpenAI et Lovable. Alors Lovable, pour ceux qui nous écoutent, c'est cette application qui permet de simplement avec un prompt de créer une application, en tout cas sur la partie front-end, qui a généré plus de 100 millions d'ARR, donc d'actual annual recurring revenue, donc de revenus récurrents annuels, et qui a négocié finalement ses dernières levées de fonds sur une base de 18 fois son ARR, donc son chiffre d'affaires en l'occurrence. Et OpenAI, on est entre 15 et 30 fois en fonction des dernières levées de fonds, donc pour une valorisation, il me semble, qui était autour de 160 milliards. Donc ça nous donne des éléments entre 18 fois pour Lovable, 15 à 30 fois pour OpenAI. Et là, je vais te laisser peut-être Franck rebondir sur la valorisation aujourd'hui de Palantir, puisque tu parlais de sa capitalisation boursière par rapport à ses revenus, même si ils ont très fortement augmenté cette année, donc ça fait partie de ce narratif, mais qui sont évidemment des multiples très différents de ceux de OpenAI et de Lovable. Il me semblait qu'OpenAI, c'était plutôt 500 milliards sur les dernières levées de fonds. Mais bon, bref, c'est des multiples enfin bref, c'est des multiples très importants. Donc là, avec les dernières données, on est sur 120 fois le chiffre d'affaires pour Palantir. Donc là, on est sur quand on commence à avoir des multiples sur le chiffre d'affaires, on est en mode année 2000. C'est un peu ça fait un peu ambiance bulle. Sauf que là, sur Palantir, on est quand même sur des marges nettes de 50%. Donc dès qu'il y a une hausse de 50% du chiffre d'affaires, ça fait une hausse des bénéfices de 100%. Donc ça va très vite. Non, qu'est-ce que je dis? La marge nette, elle est de 20%. De 20%. Non, ce qui est incroyable, hein. C'est des ratios dignes des marges dignes du luxe français, Louis Vuitton, Hermès, etc. Donc c'est des marges nettes très 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 significatives qui peuvent peut-être maintenant appuyer cette thèse de multiples, on peut dire déraisonnable, mais on est presque sur du niveau de Nvidia pour moi. Ouais, et ce qu'on a fait, on s'est amusé à faire le calcul juste avant, enfin Franck a fait le calcul juste avant pour essayer de se dire, au niveau de valorisation actuelle d'OpenAI et de Lovable, en combien d'années finalement Palantir pourrait avoir ce même niveau de valorisation. Et au vu de la croissance et des Ouais, en marges, je fait, te laisse dire un mot. j'ai fait un petit Excel très rapidement. Donc aujourd'hui, on a 280 fois les bénéfices, donc un PE de 280 à cours constant, en considérant que la croissance future sera de 50% par an et avec un bénéfice qui fait x2, donc des hypothèses quand même relativement optimistes. Pour arriver à un multiple de bénéfices de 30, il faudra attendre 3 ans, donc 2028. On sera à un PE de 35 à cours constant en ayant eu tous les ans 50% de croissance et une hausse de bénéfices par action de plus 100%. Donc c'est là où on voit que le cours intègre un parcours sans faute, euh, on peut dire quand même relativement optimiste, et on a une valorisation de 35 fois les bénéfices pour justifier aujourd'hui une valorisation boursière de 420 milliards. Donc c'est vrai qu'on est sur une croissance de start-up, mais on est sur une croissance de start-up, mais qui est déjà qui fait déjà partie du top 100 des plus grosses boîtes mondiales. Donc est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est un parcours qui va se faire sans faille? Je trouve que c'est quand même compliqué. Les hypothèses des investisseurs aujourd'hui du marché sont vraiment sur une fourchette haute. Ce n'est pas impossible, c'est pas ce qu'on dit, mais le potentiel de se tromper, de se prendre un petit pet de parcours, il est quand même assez important. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on en discutait un petit peu en off. Tu disais que les analystes sont toujours à rebours finalement de l'action en disant, bah voilà, l'objectif de cours c'est 40, 70. Ils ont toujours 3 mois de retard par rapport au prochain ITH, le prochain plus haut de l'action. Ouais, bah, je vais partager là, ça va être sympa. Moi, ce que j'aime bien regarder en fait sur les boîtes comme ça de croissance, c'est ce que font les analystes. Ils sont souvent en fait assez optimistes. Les analystes, ils essayent de coller au cours. Et sur les boîtes de croissance, tu as très peu d'analyses contrariants. Donc là, je suis allé sur Zone Bourse. Vous voyez certainement à l'écran. Donc en violet, vous avez l'objectif de cours. Là, c'est sur 5 ans. Et vous avez le cours en noir ici. Donc vous voyez, les objectifs de cours des analystes ont du mal à suivre la hausse des cours. C'est quand même assez atypique. Généralement, ils sont plutôt ambitieux et optimistes. Et là, on voit que le cours, il progresse tellement vite. On est tellement, certainement que c'est une nouvelle technologie et on a du mal à voir la croissance. Mais là, les analystes ont du mal à suivre le cours tellement ça va vite. Et donc, même s'ils sont à l'achat, il y a 25 analystes. Ils sont tous, il y en a combien? Il y en a 17 conservés, il y en a 4 qui sont à accumuler. Et ils ont un objectif de cours moyen de 153 pour un cours aujourd'hui de 180 $.
Donc, même quand la communauté, même quand Wall Street est à la traîne, on se dit 150 $, 180 $ actuellement, c'est quand même assez élevé. Alors, ce qu'on dit avec Franck, hein, pour que personne ne se méprenne sur ce qu'on est en train de dire, évidemment, c'est pas une décote dans ce qu'on va regarder, c'est pas du tout une de base, et c'est pour ça qu'on parle pas de PDR, de price to book ratio. Donc, évidemment, c'est à envisager sous le contexte d'une action de croissance. Néanmoins, la vraie question qu'on pose, c'est de se dire que pour nous, il y a une forme de multiple qui est décorrélé par rapport à d'autres boîtes qui sont des boîtes de croissance ou d'ultra croissance. Et il y a des choses qui viennent remettre un peu en question ce narratif. Je trouve intéressant peut-être, Franck, que tu puisses revenir sur la personnalité du fondateur qui exprime les choses d'une manière bien à lui. Ouais, bah c'est Alex Korp. En fait, il est assez clivant, il est assez atypique comme manager. Ça fait 20 ans qu'il est à la tête de la boîte. Euh, il a dit, par exemple, il y a quelques années, qu'il voudrait bien lancer des drones chargés de napalm sur les vendeurs à découvert et sur les analystes financiers qui sont pas à l'achat sur le titre. Donc forcément, c'est un discours qui plaît à toute la communauté d'investisseurs particuliers. Et c'est quand même assez clivant, c'est quand même assez atypique, c'est quand même assez guerrier comme approche. Il y a un autre point, c'est quelqu'un qui est assez ancré démocrate, assez à gauche. Et d'un autre côté, il est très partisan de tous les contrats militaires d'un Occident guerrier. Et il met Et en son avant le fait associé, qu'il est... c'est Peter Thiel qui est un libertarien, donc c'est quand même assez surprenant, quelque part. oui, son associé Peter... Ouais, ils sont assez complémentaires, c'est intéressant, ils n'ont pas la même point de vue philosophique et politique. Et donc, il est assez content de participer en fait à une meilleure militarisation de l'Occident pour combattre le mal, entre guillemets. Donc, c'est un discours clivant, assez personnel. Il a une aura aussi qui fait que les particuliers se reconnaissent dans le personnage. Il met en avant les actionnaires particuliers lors des conférences téléphoniques trimestrielles, les conf calls. Il prend les questions des particuliers en priorité et souvent des partisans, donc c'est méga fun. Il y a un côté un peu gourou, il y a beaucoup d'ego. Il aime bien prendre des gens ou dans son entourage qui vont dans son sens. Donc il prend très peu de questions d'analyse professionnelle. Je crois qu'il en prend un ou deux par conf call. Et sinon tout le reste c'est particulier avec des témoignages toujours hyper optimistes. Il appelle ses employés des palantiriens. Euh, Plein de choses atypiques. Bon, dans les choses positives que j'ai retenues, c'est qu'il met sur le même pied d'égalité pour recruter les gens qui sont issus d'un cursus universitaire de très haut niveau aux autodidactes. Pour lui, les preuves, elles sont à faire d'un point de vue professionnel. Donc, il y a des choses très positives, il y a des choses qui sont plutôt mitigées. Et forcément, ça plaît à une partie de l'actionnariat, essentiellement en particulier, qui aime bien se raconter des histoires. On a des témoignages dans la presse où des gens investissent dans l'action et ils disent qu'ils adorent Palantir, que son PDG est disruptif, que ça va changer la vie et qu'ils font un investissement comme un peu, ils investissent dans une personne. Sauf que là, on est quand même sur une boîte qui vaut 430 milliards de dollars. Donc, est-ce qu'un PDG, sa seule personnalité, peut insuffler et justifier, sans données fondamentales, sans chiffres, sans analyse de marché, d'investir dans cette boîte? Moi, je pense que là, il y a un risque, dès que les investisseurs vont être un petit peu déçus, est-ce qu'ils vont continuer à acheter? Qui va être l'acheteur marginal, le dernier acheteur? Qui va continuer à faire monter les cours? Et la question, c'est aussi, est-ce que Alex Corp équivaut à Elon Musk? Parce que Peter Thiel, qui est un grand ami d'Elon Musk, disait souvent, il ne faut pas parier contre Elon Musk, qui a prouvé sur plein de sociétés qu'il arrivait à faire des millions de dollars compagnie. Donc, on sait qu'il sait exécuter. Je remets pas en question la capacité d'exécution d'Alex Corp sur Palantir, mais je dis juste qu'aujourd'hui, le narratif d'un Alex Corp est pas tout à fait le même que celui d'un Tesla. Et encore une fois, je parle pas, on parle pas de Tesla aujourd'hui, du niveau de valorisation, mais je dis juste que Elon Musk, on sait qu'il est capable d'exécuter sur des industries qui sont ultra complexes. Et là, on est quand même sur un métier qui est assez différent. Bah, je pense que il a à peu près la même aura, j'ai envie de dire, au niveau de la tech, mais lui, il est vraiment différent. C'est un peu l'anti-Elon Musk. Il n'est pas ostentatoire, il n'est pas technologique. Tu ne vas pas prendre son jet privé pour aller à droite, à gauche. Il n'est pas people. Tu le vois jamais au bras d'une femme ou d'un homme, où on s'en moque. Euh, il aime bien faire des retraites à la campagne. Il travaille souvent isolé. Il fait beaucoup de méditation. Il pratique les arts martiaux. Donc, c'est un personnage. Donc, on adhère ou on n'adhère pas.
mais il a réussi à fédérer une communauté et un côté, c'est ça, un côté communautaire. Et les gens sont à fond, et ils sont derrière lui. Ça fait presque Donc le sectaire prix, quand on parle quelque comme ça. part, On a l'impression de presque d'être dans une forme d'ésotérisme en écoutant le personnage que ça peut être. ouais, mais après, regarde, les chiffres sont là. Donc la croissance, il a des livres. Donc on peut dire qu'il est un peu original, atypique, mais pour l'instant, ça délivre. Et ça marche dans ce sens-là. C'est le jour où il y aura une petite friction, ou est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs chez Palantir? Est-ce qu'il est entouré d'une troupe qui finalement vont que dans son sens au niveau gouvernance? Est-ce que demain il y a un, il y a un concurrent qui émerge? Est-ce que lui, il aura les capacités? Est-ce il a les conditions en interne pour gérer un virage à 180 degrés de la stratégie? Il y a plein de choses. Moi, je trouve que ça pose question, mais aujourd'hui, ça fout d'admirateurs actionnaires. Ils remettent rien en cause. Il y a un autre truc qui pose quand même question, Franck, parce que ce soit Stephen Cohen, le CFO, Peter Thiel, dont on a parlé, qui est l'actionnaire initial du projet avec Alex Corp, ils ont tous les trois vendu un paquet d'actions depuis quelques années sans rachat en contrepartie, sans achat d'actions en contrepartie. Est-ce que ça, tu peux nous en dire un mot? Ouais, malgré le discours et tout. Bah après, il y a des achats, il y a des ventes programmées, fiscales, etc. Mais on parle quand même, il me semble, sur les 12 derniers mois, de 2 milliards de dollars de ventes. Donc c'est là où on se dit, oui, c'est un projet qui va aller sur la Lune, on va aller sur une valorisation, on va atteindre des sommets, mais tu as quand même le signal envoyé par les ventes des initiés qui dit le contraire. Donc 2 milliards de ventes, c'est quand même significatif. Tu as aussi des actions de classe F, il me semble, donc qui donnent un contrôle, quoi qu'il arrive, aux trois fondateurs. Quoi qu'il arrive, ils auront toujours le contrôle de la boîte. Donc t'as un peu des actions préférentielles c'est plus double. Je sais plus combien c'est de droits de vote, mais quel que soit le nombre d'actionnaires qui auront le départ dans la boîte, ils ne pourront pas prendre le contrôle de la boîte. Donc là, tu vois, t'as quand même une espèce de vision autoritaire du management. Et je sais pas, je trouve que c'est étonnant. Surtout par rapport au discours ouverture, communauté, on met en avant tous les avantages du fait d'être actionnaire particulier. Oui, pour rappel, l'introduction en bourse, c'était une cotation directe, donc sans banque d'affaires. Donc les particuliers étaient au même niveau d'égalité que n'importe qui. Donc ça, c'était quand même assez innovant. Et c'est surtout sur des grosses boîtes de la tech comme ça. Donc il essaie de traiter d'un niveau d'égalité particulier et institutionnel. Et de l'autre côté, bon, on prend tous les pouvoirs. Tu vois, c'est pas totalement clair la ligne directrice de cette boîte. Ouais, et puis tu le dis, et je pense que c'est important aussi de le rappeler, mais il y a eu des ventes dès l'introduction en bourse et des ventes assez massives dès la fin du lock-up. Et on le précise, c'est quand quelqu'un introduit sa boîte en bourse, il a une lock-up, donc un espèce de cadenas qui verrouille le fait qu'il puisse pas vendre ses actions jusqu'à une certaine période pour éviter que dès l'introduction en bourse, ils vendent évidemment toutes ses actions et qu'il y ait un incentive à y rester. Et il y a eu une assez grande partie qui a été vendue après ce lock-up. Et là, récemment, puisqu'on atteint des montants qui sont extrêmement importants. On l'a dit, on est au plus proche quasiment du plus haut de Palantir. Il y a eu des nouvelles ventes qui ont continué d'être faites entre 2024 et 2025. Donc tu l'as dit, il y a des montants qui sont assez importants. Et même si c'était des choses qui sont programmées, il n'y a pas eu d'autres d'achats. Et donc en fait, on pourrait se poser la question de l'alignement des intérêts, même s'il y a effectivement ces classes F d'actions qui leur permettent de garder le contrôle opérationnel de la boîte. Donc moi, j'ai une question à te poser sur le flottant. Ça reste des très gros actionnaires encore. Donc, mais quand même, les montants en valeur absolue sont quand même, c'est fou, hein, 2 milliards de Ouais. ventes. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, je posais la question du coup du flottant parce que je regardais, il y a quand même pas mal de banques qui sont aujourd'hui actionnaires. Alors Vanguard, j'imagine que c'est pour la notion d'ETF. Il me semble qu'il y a BlackRock, il y a d'autres plein de entre guillemets fonds de pension ou petits actionnaires institutionnels, enfin gros institutionnels mais petits actionnaires. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que le flottant est important? Ouais, j'avais pas regardé, mais j'imagine, je vais regarder vite fait, mais, non, mais je pense que c'est un gros flottant. Hop, hop. Bah, qui doit être Ouais, bah c'est poussé ça, bah par les particuliers, parce que si la hausse est aussi importante, c'est que forcément il y a la place à ce qu'il y ait pas mal d'achats, qu'il y ait peu de ventes en mais contrepartie, ce qui doit pousser le cours vers le haut. je pense, t'as de l'achat passif, hein, t'as tout ce que ETF, t'as Peter Thiel, il a plus que 3% du capital, donc c'est le plus gros actionnaire. Donc, mais avec 3% du capital, quand t'as une capi de 420 milliards, ça te fait quand même plus de 12 milliards de valorisation. Donc, ouais, pour moi, il n'y a pas d'évidence, hein. Il y a pas un acheteur, il n'y a pas un institutionnel majeur, t'as pas un Microsoft derrière. Est-ce que tu as du flux passif qui fait grossir les cours et puis un acheteur marginal après, type. Est-ce que les investisseurs particuliers à eux seuls peuvent soutenir une valo de ce niveau? Bah, là, vu ce que Moi, je j'en vois sur doute. Yahoo Finance,
Visiblement, les fondateurs, il leur reste un peu plus de 3,5%. Les instits, ils sont proches de 58%, 57-38%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une partie importante qui est aux mains des particuliers, ou en tout cas qu'un flottant particulier assez important. Ouais, mais ça, on sait pas, on n'a pas les chiffres, mais oui, pour moi, il y a plus de 90, il y a plus de 95% de flottants, parce que c'est pas des actionnaires de long terme. Là, tout ce que tu vois, un site et particulier, ne sont pas des actionnaires de long terme. Enfin, si, ce Ouais, sont des actionnaires, on sait pas, mais ce sont pas des actionnaires stratégiques, en tout cas. Ils ouais. sont pas considérés comme étant des initiés. Un autre point dont on n'a pas parlé, mais que je trouve assez intéressant, c'est que depuis que Trump est revenu au pouvoir, il martèle qu'il faut faire Make America Great Again, et du coup, il y a vraiment cette scission presque économique entre la France et l'Europe. Volonté aussi pour l'Europe de se dire, ok, ben, on va créer des Mistral, on va créer des champions européens, et avec toute la notion aussi de RGPD, de protection des données européennes. Palantir, qui a été dans énormément de contrats gouvernementaux, aujourd'hui est de plus en plus regardé, notamment par le gouvernement français, mais par d'autres gouvernements européens, en se disant, ok, est-ce qu'on a envie d'avoir un acteur américain dont on sait que nos données vont être siphonnées, ou on va essayer de créer des champions européens? Est-ce que ça peut impacter la croissance à long terme de Palantir? Ah, c'est une bonne question, parce que Palantir, finalement, est-ce que son marché, c'est seulement le marché américain dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a des gouvernements européens qui vont aller chez Palantir? Moi, j'en doute. Donc, la force du modèle Palantir, c'est ses contacts avec, et son emprise dans les contrats gouvernementaux, dans les ministères, etc. Mais ça peut être aussi sa limite. Parce que demain, s'il perd un contrat, si un concurrent qui émerge, c'est des gros contrats récurrents qui peuvent sauter. Donc, je trouve que l'analyse sur la récurrence et la pertinence des contrats actuels est très compliquée. Pour moi, il n'y a pas d'évidence. Ouais, en fait, l'impression que ça nous donne, c'est que Palantir, c'est une fusée qui va à toute vitesse ou un train qui va à très très grande vitesse. Mais il suffit qu'on déraille un tout petit peu de la ligne qui a été tracée et ça peut dévier complètement de la trajectoire et s'effondrer. Donc, c'est pas du tout un château de cartes. On n'est pas du tout en train de dire que c'est une mauvaise société et un Ponzi. C'est une boîte exceptionnelle qui a une capacité à exécuter une croissance et des marges qui sont exceptionnelles. Mais les gens parient sur l'exceptionnalité qui va durer dans le temps. Et donc, tout le sujet, tout l'enjeu, c'est de se dire que si c'est une boîte qui est normalement valorisée, dans 3 ans, elle devrait atteindre la valorisation qu'elle a actuellement. Et donc, en fait, c'est un vrai pari sur l'avenir de se dire que c'est une boîte qui va finalement, qui ne va pas répondre, qui va répondre à toutes ses promesses, en fait. Donc, ça veut dire que il va y avoir des contrats de plus en plus importants qui vont se démultiplier, pas de concurrence et des marges qui vont continuer à être aussi importantes. Donc, tu vois, c'est des paris qui sont forts quand même. Normalement, dans un marché, bon, même s'ils ont certainement un avantage concurrentiel de la R&D, le personnel qui fait qu'ils sont là aujourd'hui, si tu es dans un marché concurrentiel évident, tu as l'émergence de concurrents qui vont venir chercher toute la valeur qu'on peut tirer du marché. Tu vas pas rester sur un marché à 20% de marge nette. Normalement, ça n'existe pas. Sauf si tu es du Nvidia, où tu as l'outil industriel, la compétence technologique, la R&D et les brevets qui te protègent, qui te permettent d'avoir un avantage qui est difficilement rattrapable sur plusieurs années. Et là, sur Palantir, on parle de logiciel et pour moi, c'est du SaaS, c'est du service. Donc, ça peut être rapidement rattrapable. Je suis pas un expert, mais je pense que c'est pas un moat, un donjon Une inaccessible. barrière à l'entrée inaccessible, ouais. Ouais, c'est sûr. Et puis, la question que j'ai envie de te poser pour conclure, c'est de se dire que même si on ne sait pas pricer le marché, alors les gens le savent dans nos vidéos, on trouve que surtout le marché américain est très chèrement, on le paye très cher aujourd'hui par rapport au comparable, notamment au PER américain qui est encore plus haut que celui européen, mais on atteint des sommets. Euh, Moi, je suis incapable à titre personnel de dire que l'action peut s'effondrer demain parce qu'il faudrait qu'il y ait, j'allais dire, un schéma plus macro et plus systémique. En revanche, est-ce que si demain le marché global tangue et qu'il y a une crise systémique, un crack ou une crise économique, est-ce que Palantir, selon toi, peut être un acteur qui peut morfler beaucoup plus que les autres? Tu veux dire l'action? Oui, l'action. Ouais, ouais. Les multiples actuels font que si demain tu as un repli de marché, les multiples actuels, ils font que ça va être normalement, l'effet, il va être dévastateur sur des titres qui sont valorisés plus de 100 fois les bénéfices. Surtout si c'est un crack, entre guillemets, qui est justifié par des éléments économiques, donc de ralentissement. Donc c'est des signes très négatifs. Mais attention, ça va aussi dans l'autre sens. Si on est dans un paradigme qui perdure comme actuellement, avec un marché, je dirais pas euphorique, mais relativement optimiste, où t'as pas de soubresaut, et que l'entreprise continue de délivrer avec des croissances aussi importantes de plus de 50% de hausse des revenus et un bénéfice qui fait x2 tous les ans, il n'y a aucune raison que le titre baisse. Mais le moindre pépin et le moindre changement, que ce soit la boîte en elle-même ou dans son environnement, c'est-à-dire l'environnement économique, dans sa concurrence ou en interne,
le moindre souci à ce niveau, tu dérailles. Si tu as un caillou, un petit rocher sur ta ligne de TGV à 500 km/h, ça fait plus de dégâts que si tu es en train de marcher. Ouais, petit dernier élément pour conclure, mais le Magnificent Seven, qui sont ces 7 très grosses boîtes américaines, le poids dans le S&P 500 chaque jour est de plus en plus important malgré la crise tech qu'on a eue il y a 1 an, 2 ans. Et donc, il faut se poser la question parce que même si on ne sait pas timer le marché, la réalité, c'est que l'élastique se tend de plus en plus. Donc, à un moment donné, en effet, quand le bateau va vraiment tanguer, ben, il faudra se poser la question de, comme dirait Warren Buffett, quand la mer se retire, c'est là où on voit les gens qui sont nus et ceux qui sont habillés. Ouais, le marché américain semble cher, mais en réalité, c'est, je dirais, une vingtaine de boîtes qui sont très chères et qui sont disproportionnées dans leur taille dans les indices, qui tirent toutes les valorisations moyennes du marché vers le haut parce que c'est une pondération par les capitalisations et donc ce qui fait qu'ils ont les places, je pense à Nvidia, Microsoft, Apple, Oracle et compagnie, sur, je sais pas, c'est peut-être 25% du S&P 500. T'as 500 boîtes et t'as quelques boîtes qui représentent un quart d'un indice. Et pareil, t'as l'impact qui est un petit peu moins fort, mais sur le MSCI World, l'indice phare mondial d'investissement. Donc, ouais, on vit une période assez étonnante de révolution d'un point de vue technologique. L'IA, ça change nos habitudes. Il va y avoir des transformations, c'est sûr, des transformations de vie, des transformations de business, des transformations de modèles économiques. Combien les valoriser, qui sera les gagnants? Je pense que c'est très compliqué. Palantir, ça va être un cas d'école. Ça serait intéressant qu'on le suive sur la durée, d'ici 6 mois, 1 an, voir comment l'entreprise a réussi à délivrer. Je souhaite qu'elle nous donne pas tort, parce qu'on n'est pas pessimiste, on dit juste que les prévisions, les hypothèses actuelles du marché sont très optimistes. J'ai hâte de voir dans 6 mois, 1 an, si l'entreprise arrive à délivrer et comment le marché va valoriser tout ça. Complètement, je reprends cette phrase de Warren Buffett qui dit que le marché à court terme, c'est une machine à voter et sur le long terme, c'est une machine à peser. Il faut bien différencier le prix de la valeur. Aujourd'hui, nous, on trouve que le prix est très décorrélé de la valeur de Palantir. Si dans 3 ans, la boîte continue d'avoir les mêmes marges et la même croissance, à ce moment-là, ça sera valorisé. Et donc, comme on l'a fait de manière transparente sur la vidéo de rentrée où on a parlé un petit peu de toutes les valeurs qu'on a suivies, évidemment, dans les prochains mois, on continuera de vous parler de Palantir. Potentiellement, sinon, on a des positionnements sur cette action, de vous en parler, mais en tout cas, on vous dira un peu ce qu'il en est pour voir si nos analyses s'avèrent réelles par rapport à ce qui se passe sur le marché et si en effet, il y a à un moment donné soit une crise, soit un ralentissement. Et si vous êtes actionnaire, si vous êtes un fervent partisan de Alex Corp, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, qu'on comprenne. Parce que nous, on n'est pas actionnaire et on n'a pas on n'a pas ce sentiment de fan de ce dirigeant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en positif ou en négatif. On est toujours preneur de commentaires et d'avis contraires ou d'avis qui vont dans notre sens. Exactement. Et ben on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, salut Franck. Salut, ciao.